Bonjour et bienvenue sur Nebulae, le podcast des femmes scientifiques. Nébu quoi Nebulae. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Nebulae. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Patricia. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Chloé. Hello. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bien sûr, alors merci beaucoup de m'accueillir. Donc Patricia, je suis entrepreneur et maman d'une petite fille de 4 ans et j'habite en région parisienne. Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton entreprise ? Oui, bien sûr. Alors je suis au tout début et j'ai décidé d'explorer le monde de la seconde main. Voilà, on a tous dans nos placards des habits qu'on n'utilise plus. La statistique dit qu'il y a 70% de notre garde-robe qu'on n'utilise plus. Et l'objectif, c'est de booster la collecte de ces vêtements qui ne sont pas utilisés pour vraiment pousser les gens à se tourner vers la seconde main, en fait, à la fin. Et donc voilà, pour les gens notamment qui veulent pas aller vers Vinted ou Le Bon Coin parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que faut le dire, c'est pas toujours le plus smooth. L'idée c'est de les emmener vers des collecteurs professionnels. Donc voilà, je crée ça, je suis au tout début. On sent quand même que tu as déjà l'habitude de l'exercice du pitch. Pas tant que ça, mais bon, ouais, c'est marrant, j'ai fait un événement où j'ai pitché en 1 minute. Il fallait que je pitche en 1 minute. J'ai complètement foiré, sans surprise, mais par contre, j'ai eu beaucoup de feedback. Donc ouais, je pense que ça m'a rodé à l'exercice. Pourquoi tu penses que tu l'as foiré ? Je l'ai foiré parce que, en fait, il y avait une sélection, c'est-à-dire on était 50 pitcheuses, ils ont sélectionné 8 projets. J'ai pas été sélectionnée de 1. Premier indice. Et de 2, on a le feedback d'un coach. Et en fait, il n'avait pas du tout compris le concept. donc c'est comme ça que j'ai su que, ouais. Mais 1 minute, c'est court. Ça se travaille énormément. Et il faut réussir à passer les bons messages. Mais ouais, pas évident. Ouais, on parle souvent de elevator pitch. Exactement. Pour avoir le temps de le Exactement. pitcher pendant le temps d'un ascenseur. Genre du premier au 6e étage. Hop, si t'as quelqu'un, comment tu fais pour présenter ton projet ? C'est ça. Et tu es dans le milieu entrepreneurial depuis combien de temps maintenant ? Alors, j'ai fait une première tentative d'entrepreneuriat il y a 1 an et demi, qui s'est arrêtée au bout de quelques mois, au bout de 8 mois. On n'avait pas le même point de vue, en tout cas sur l'entrepreneuriat avec mon associé, donc du coup, on a arrêté. Mais par contre, durant cette expérience, j'ai pu être incubée chez Willa, qui est un incubateur féminin. Et super, parce que je sortais de 15 ans en banque d'investissement. Donc, passer d'un CDI à l'entrepreneuriat, autant être accompagné. Parce que là, le changement, la bascule est assez violente, quoi. Ouais. C'était important pour toi d'avoir un incubateur féminin, ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, est-ce que c'était important pour moi, spécialement féminin ? Non. Par contre, j'ai beaucoup aimé la façon dont il communiquait à ce moment-là. Je ne sais pas, peut-être il y en a qui l'ont vu, mais en 2023, Willa avait fait une campagne de communication avec beaucoup de phrases clichés, comme par exemple, c'est plus facile pour les femmes de rentrer en boîte. Voilà. Et en fait, eux, ils disaient, non, chez Willa, c'est plus facile de créer une boîte. Donc, il transformait ces petits clichés dans des phrases un peu plus poussées, entrepreneuriat et casser les clichés, justement. Et du coup, cette campagne m'a beaucoup parlé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint Willa. Le fait d'être dans un environnement féminin, je pense qu'il y avait beaucoup de bienveillance, du coup. Mine de rien, je pense qu'on se sent plus libre de parler aussi. Pas dans le sens où on se censure, mais de dire en tout cas tout ce qui nous passe par la tête. Il y a peut-être moins de filtres au moment où on parle. Maintenant, ça restait important pour moi de garder des réseaux mixtes. De toute façon, mes associés étaient des hommes. Donc l'idée, c'était pas de rester principalement dans quelque chose de féminin. Mais c'était chouette d'avoir ce réseau féminin-là. C'est super intéressant. Peut-être Sophie, oui, tu as une question. Oui, moi je me demande qu'est-ce qui t'a motivé et quel a été un peu le déclencheur au bout de 15 ans en CDI pour te dire je me lance dans l'aventure entrepreneuriale. Ouais. Alors, je pense qu'en réalité, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai grandi et je suis née à Madagascar et mes parents étaient entrepreneurs.
Donc, la vision du travail et du monde adulte que j'ai eu, c'était en fait un monde d'entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont au travail à 9 heures dans un bureau et qui reviennent à 18 heures. Non. Mes parents avaient leur bureau juste en bas de la maison et du coup, voilà, c'était un peu les allers-retours. Et moi, j'ai senti toujours énormément de présence. Même s'ils étaient en train de travailler là à côté de moi, ils étaient présents. Et bon, quoi qu'il en soit, moi, du coup, la façon dont je me projetais adulte, c'était je serai entrepreneur en fait. Et je suis venue en France pour faire mes études supérieures, donc après mon bac. Et puis bon, bah là, c'est vrai que l'entrepreneuriat en France, à cette époque-là, en plus en 2000, c'était pas trop le modèle qui était représenté. C'est moins vrai aujourd'hui, c'est très bien, mais en 2000, non. Il se trouve que je voulais faire des études en informatique, et donc ce qui était poussé quand on fait des études informatiques, c'est tu vas travailler dans une grande boîte, bien entendu. Et puis c'est super parce que oui, parce qu'un diplôme en informatique, c'était quand même valorisé. Donc j'ai suivi un peu la voie plus classique du modèle où je suis venue faire mes études. Et voilà, mine de rien, j'ai beaucoup appris. Mais au bout d'un moment, après 15 ans et après différents postes, je n'arrivais plus à me projeter. Et ouais, j'ai senti que c'était en fait le moment où il fallait revenir à mes premiers amours. Et comment tu as trouvé ton associé et quelles premières étapes tu as mis en place pour te lancer? Alors, sur ma première aventure entrepreneuriale, mon associé était un ancien collègue. Et là, par contre, je me lance toute seule. Mais je cherche quand même quelqu'un malgré tout. Mais bon, voilà, on va dire que ça se fera au fur et à mesure que le projet évolue. Mais du coup, la personne avec qui je m'étais associée, c'est une personne avec qui je travaillais en banque, en fait. Donc, c'était un ancien collègue. Et donc tu savais que ça allait bien se passer. J'espérais en tout cas. Quel était ton rôle justement en banque avant que tu te mettes à l'entrepreneuriat? Alors, j'ai eu différents rôles. Moi, j'ai commencé vraiment. Alors, moi, à la base, donc, j'ai fait des études en informatique et que j'ai complété par un master en finance. De façon totalement opportuniste, parce que quand je suis sortie de mes études, bon voilà, c'était les banques qui cherchaient beaucoup d'informaticiens. Et puis j'ai rejoint les équipes informatiques et j'ai commencé dans les équipes support. Je supportais à la Société Générale les équipes de trading de Jérôme Kerviel. Donc le jour où tout a craché, je me suis fait démonter au téléphone parce que le mec me dit mais tu débloques tout de suite tout pour qu'on puisse passer des millions parce que là c'est historique, il faut que tu débloques tout. Donc je venais d'arriver depuis 2 mois et je dis mais c'est quoi ce délire? Mais bon, donc j'arrive à une période en fait qui est hyper intéressante parce que du coup, ce qui se déclenche derrière, c'est quand même énormément de projets informatiques, faut le dire. Et merci Jérôme Kerviel pour quelque chose. Et du coup, mais du coup, ouais, je commence sur du support trading, donc sur des applications de trading. J'évolue vers du business analyst, mais j'évolue toujours dans les équipes informatiques, en fait, dans les départements informatiques. Et bon, au bout de 15 ans, voilà, j'ai managé des équipes de développeurs, de business analysts, mené des projets, principalement pour mettre en place des plateformes digitales en B2B. Et voilà, donc une expérience hyper riche où j'apprends vraiment concrètement ce que ça implique de monter from scratch une plateforme, ce que ça veut dire de la maintenir, ce que ça veut dire de la scaler, enfin d'en faire quelque chose de vraiment solide, quoi. C'est super intéressant tout ton parcours et j'ai une question sur justement ce rapport au management. On a tendance à parler de diversité dans la tech en disant qu'il y a quand même des femmes. Mais on se rend compte que si on étudie un fin niveau de granularité, on se rend compte que dans les équipes tech qui codent, il n'y a plus beaucoup de femmes et que souvent, on les retrouve à des postes de management ou dans des postes de RH qui sont liés à des produits tech. Toi, tu es passé dans le management parce que tu en avais envie, parce qu'on t'a promu, parce que c'est une façon de valoriser l'expertise ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que tu as été amené à manager après des équipes? Alors, peut-être, ce que je peux dire, c'est qu'à la base, mon travail, j'ai fait un master, j'ai développé durant mes études, j'ai pas du tout développé durant mes années de travail.
Et c'est peut-être un premier point avant d'arriver au management, c'est pourquoi je ne suis pas allée dans le développement quand la majorité des personnes avec moi étaient dans le développement. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est parce que justement j'avais ce ressenti de ah, t'es une femme, c'est peut-être pas ta place. Bon, ça c'est passé. Je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose où je me disais souvent, mince, j'aurais bien voulu coder aussi. Soit, j'ai évolué dans mes études. Le management, c'est venu naturellement, mais du coup, parce que ben, voilà, je me suis positionnée en gestionnaire de projet, en management d'équipe, c'est naturellement. Donc, ouais, il y a un truc très naturel. Et effectivement, si je regarde dans les équipes que j'ai eues et dans mes managers, ben, j'ai eu plus de managers femmes que de développeurs femmes, en fait. Effectivement. Et les développeurs femmes que j'ai eus, souvent, elles étaient plutôt jeunes, mais assez vite, des plus de 35 ans, on n'en trouve pas, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça bascule? Je ne saurais pas dire, mais je sais que c'est des CV qu'on ne recevait pas hyper souvent. Oui, bah, c'est sûr qu'il y a un manque de femmes dans les formations d'informatique. Il y a aussi des statistiques qui ont montré que les femmes quittaient le domaine de l'informatique, et pas que, le domaine de l'ingénierie de manière générale. On pourra en reparler, je pense, dans un autre épisode. Mais donc, il y a ces statistiques-là qui montrent qu'il y a un départ. Il y a toujours la date du premier enfant qui fait que des fois aussi, il y a un décrochage, il y a une différence de salaire qui se met. Et donc, du coup, ça instaure des dynamiques qui nuisent à la diversité dans les différents postes. Et il y a aussi un sujet qui n'est pas forcément lié au genre, mais qui est le fait qu'on a du mal à valoriser l'expertise, en France en tout cas, où on peut être très bon expert ou experte, mais super mauvais manager. Et je me souviens d'un entretien à chez Accenture que j'avais passé, où c'était clair que si on voulait progresser dans notre carrière, il fallait passer manager à un moment. Et donc aujourd'hui, comme on essaie de valoriser beaucoup les femmes et qu'on essaie de dire bah, c'est bien ce que vous faites et qu'il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens, finalement, une manière un peu de récompenser, c'est de donner des postes de manager. Je ne sais pas si ça peut être une des explications. J'ai envie de dire, j'espère que non. Parce que c'est pas très valorisant. Non, moi le management, c'est quelque chose, je pense, où de toute façon j'avais envie d'aller. Par contre, je suis complètement d'accord sur le fait que l'entreprise, sa manière de valoriser financièrement, parce qu'il faut le dire, c'est le management, effectivement. Et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles je ne me projetais plus, c'est que du coup, j'étais en train de caper totalement ma carrière si j'avais pas envie de monter encore sur du management. Ouais. Je capais mon salaire, je capais ma carrière, en fait. Et rester sur des rôles d'experts transverses, ben, comme tu dis, c'est pas du tout valorisé, en fait. Mm. Et dans des grands groupes, bon, moi, ça m'amusait moins aussi, finalement. Peut-être pour des questions de mise en avant ou quoi, je ne saurais pas dire, mais ça m'amusait pas en fait. On reste vite, on tourne un peu toujours sur les mêmes choses, les mêmes sujets, et Oui. voilà. Donc ouais, c'est vrai que est-ce qu'il y a d'autres endroits, parce que j'ai pas non plus connu énormément de boîtes, en plus dans des contextes de banque, est-ce que c'est vraiment une généralité, ce truc de ouais, c'est le fait de monter en management qui est valorisé? Sans doute. Je me dis, est-ce que peut-être dans les startups c'est différent? Dans des boîtes un peu plus petites. Ouais. Il y a d'autres facteurs aussi. On nous éduque à être un peu plus sociable et donc du coup, on est finalement les plus à l'aise dans les équipes tech. Ça reste relatif, hein. Il y a beaucoup quand même d'introvertis, y compris chez les femmes. Mais on va dire que globalement, on n'est pas trop awkward et que finalement, on se retrouve à gérer un peu les relations humaines alors que c'est pas forcément notre prédisposition naturelle. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut aimer l'humain, il faut aimer voilà, gérer différentes personnalités. Et oui, est-ce que ça vient du fait qu'on est une femme, qu'on a été éduquée comme ça? C'est une vraie question. Et à la fois, moi, je me disais quand même que durant mes études d'informatique, ça manquait en fait ce côté peut-être un peu à l'américaine, apprends à être un sailor, tu vois, apprends à te vendre, apprends à vendre ce que tu fais, apprends à valoriser ce que tu fais. Et ça, c'était vrai aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On manque de ça aussi, a fortiori dans des études d'ingénieur. Je sais pas en école de commerce comment ça se passe, hein, mais nous apprendre à nous vendre, ça c'est nécessaire pour tout le monde en fait. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas bien payé en tant qu'expert. Exactement, mais franchement, et c'est dommage. Je me souviens, donc moi j'ai fait des études de pharmacie
que j'ai complété justement par un master en école de commerce. Et c'était tellement, mais le jour et la nuit, j'avais passé 6 ans à faire que des travaux en binôme devant la paillasse, puis à apprendre des choses par cœur encore et encore. Et puis je me suis retrouvée en master, donc management et communication. Et là, tout d'un coup, c'était des travaux de groupe avec 10 personnes. Il fallait faire des présentations orales, apprendre à comme tu dis, à se vendre, à parler de soi. Et surtout, c'était pas des choses tant tangibles. Enfin, c'était plus travailler aussi les compétences personnelles et pas des connaissances brutes. Et au début, j'étais tellement perdue. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Et bon, il y a plein de choses où je m'y suis pas retrouvée, mais pour ça, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a montré 2 mondes très différents. Alors qu'effectivement, en pharmacie, on bosse beaucoup aussi, par exemple, dans l'industrie, dans les laboratoires pharmaceutiques, donc dans des univers quand même de travail d'équipe où on va devoir interagir beaucoup et puis être manager aussi à un moment donné, et on l'apprend, mais quand même pas assez. Et puis même, je pense que dans n'importe quel travail, n'importe quel... on n'apprend pas assez comment communiquer, les relations interpersonnelles. Donc il faudrait peut-être rajouter ça même au lycée Mais ou avant. complètement. Et en plus, globalement, je pense que le monde du travail en prend compte parce que les soft skills, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus que ce mot à la bouche. Il faut des soft skills, il faut des soft skills. Ben, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, quand on rejoint un poste, ben, on rejoint une équipe, on rejoint une entreprise, on rejoint un groupe et on rejoint un quotidien avec des gens, quoi. Et c'est ça, en fait, le gros du travail. Donc, l'image de l'informaticien enfermé chez lui. Moi, je sais que quand j'avais mes équipes, bon, moi, j'ai pas eu le Covid en plein milieu, mais j'ai essayé de projeter notre quotidien d'équipe en mode Covid, en télétravail, tous, et je me suis dit, mais ça doit être mais tellement dur, parce que c'est de l'interaction tous les jours. Moi, j'allais sur la table des informaticiens, on discutait, on faisait des schémas, on faisait enfin, tout le temps, on faisait des réunions, on échangeait. Voilà, c'était constamment de l'échange. Et il avait une petite question, moi, il pouvait venir, il l'a posée, c'était tout simple. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'isolé, dans un travail dans son coin. Et ouais, projeter ça dans le Covid, je ne voyais pas comment ça marchait. Alors maintenant, on a tous appris. Heureusement, on a plein d'outils qui nous servent énormément. Mais ouais, le travail, c'est avant tout de la communication et c'est de l'humain, quoi. Oui, et puis je trouve que le télétravail, mine de rien, ça a changé beaucoup notre rapport au boulot et justement aux collègues et comment vivre un peu en communauté. Moi, je trouve ça dur parce que depuis le Covid, j'ai beaucoup télétravaillé et maintenant je suis au Québec et j'ai l'impression que le retour à la vie normale, il n'est pas là. Enfin, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont encore totalement en télétravail. Et après, ça, c'est très personnel. Moi, j'ai besoin de voir les gens et faire que du télétravail. Comme tu dis, je trouve que ça manque de ces moments un peu qui sont pas pendant les réunions, mais juste on croise quelqu'un, on va pouvoir montrer ce qu'on a fait ou poser des questions. Et au final, on se retrouve beaucoup plus isolé. Et j'ai trouvé que de revenir dans la vraie vie et dans la communication et l'échange aux autres, ça m'a mis du temps parce que ça m'avait un peu enfermée et ça a été dur, je trouve, d'en sortir. Et encore maintenant, je trouve que ça donne de la flexibilité. Et en même temps, j'ai peur qu'on s'isole de plus en plus. Complètement. Complètement. Et oui, très concrètement, je pense que sur l'open space, c'est super marrant parce que quand on est revenu de Covid, je me rappelle, les gens ne supportaient pas d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui téléphonait, alors que c'était la base un an avant. Mais là, ça devenait mais insupportable. Donc c'est vrai que c'est des petites choses comme ça. Tu parlais le Covid a dû nous réajuster en fait, et aussi nous faire réapprendre un peu à comment tu te comportes à côté de l'autre. Et oui, effectivement, après coup, tu te dis oui, effectivement, parler au téléphone très fort à côté, ça devait pas être très agréable. C'est vrai. Donc, bon, du coup, oui, on pense à aller dans une pièce dédiée pour, on pense
Ça emmène aussi un peu plus de respect finalement dans le travail en communauté, quoi. Moi, j'avoue que je suis pas encore tout à fait sortie du Covid, hein. J'ai réalisé que j'étais introvertie grâce au Covid, et je dis bien grâce parce que c'est toujours intéressant de se comprendre. Et je suis pas encore tout à fait à l'aise avec l'extérieur et la façon dont je récupère mon énergie et j'interagis avec les autres. Je sais plus, j'avais une envie de rebondir et puis je m'étais dit, oh, ça va être hors sujet. Si, ça y est, je me souviens. Il y a des études en ce moment qui sont en train d'être faites sur l'influence des cyberespaces et des réseaux sociaux, parce que comme on est de moins en moins connecté dans le réel, enfin on reste connecté dans le réel, mais on est surtout dans le virtuel, donc c'est du réel, c'est bien le monde réel, mais on communique à travers des ordinateurs, ça fait des rencontres comme aujourd'hui. Donc ça, c'est incroyable parce que toutes les deux, je vous ai rencontrées d'abord sur les réseaux sociaux et par mail, par visio. Mais donc il y a plein d'avantages, mais il y a aussi les inconvénients de l'influence croissante de ces réseaux et de la façon dont on communique sur ces réseaux. Et comme en plus ça devient de plus en plus important et qu'aujourd'hui on a l'IA qui est de plus en plus importante aussi, on va commencer à automatiser la création de contenu. Donc il y a vraiment plein de sujets de recherche là-dessus, mais comme je le disais au tout début, c'est un peu hors sujet pour aujourd'hui. Mais ça rejoint le côté tech sur lequel je voulais te poser une question. Alors, il y en a en fait deux. La première, c'est qu'est-ce qui, au niveau technique, t'a plu dans l'informatique, et est-ce que dans l'application que tu en as faite pendant 15 ans, il y avait en particulier une application que tu trouvais absolument passionnante? Et du coup, ma deuxième question, c'est aujourd'hui dans ton métier d'entrepreneuse, est-ce que tu utilises l'informatique ou plus du tout? Alors, pour la première question, la partie, ouais, moi je vais la considérer technique. Ce que j'avais adoré, moi, c'était l'algorithmique. L'algorithmique, j'adorais ça. J'aimais beaucoup cette façon de poser les choses et d'aborder une problématique et de la représenter à travers un code. Et ce que je trouve génial, c'est que l'algorithmique n'est pas lié à quel langage tu utilises. Finalement, l'algorithmique, elle est là tout le temps. Tu peux décrire un peu ce que c'est pour les personnes familières avec ce mot? Alors, l'algorithmique, c'est en fait la façon dont on va concevoir et analyser un problème pour pouvoir en faire un code informatique, en fait. Donc c'est pour ça que je disais elle est indépendante du langage, parce que tu fasses du Java, que tu fasses du C++, n'importe, tu as besoin de passer par ce moment d'algorithmique qui t'impose de te poser et de bien comprendre ta problématique, et puis ensuite de passer à une conception. Mais ça peut être une conception sur papier, hein, c'est ça que je trouve génial. Et pourquoi j'ai adoré? Parce que du coup, c'est quelque chose que je pouvais appliquer tout le temps. Et du coup, durant mes 15 ans de vie professionnelle, c'est toujours vers l'algorithmique que je me suis tournée quand il y avait un problème. C'est-à-dire cette logique, c'est un peu comme... Et je suppose que pour les mathématiciens, c'est pareil, ils adorent les mathématiques parce que ça leur apporte une logique et une façon d'aborder des problèmes qui est hyper intéressante, et c'est tout l'intérêt des mathématiques aussi. Mais voilà, c'est toute cette logique que je trouve géniale et qu'il faudrait appliquer tout le temps. Alors ça marche très bien au travail. Dans la vie perso, j'essaye, mais bon... Il y a moins de 0 et de 1 dans ma vie perso, mais bon, ça aide aussi. Mais en tout cas, au travail, pour concevoir des applis, pour concevoir quelque chose de concret autour d'une problématique, je trouve ça génial. Là, dans l'entrepreneuriat, je vais sans doute rentrer un peu plus dans la technique parce que j'ai envie d'exploiter en fait un certain nombre de données, donc on va rentrer un peu dans du big data. Mais ça, c'est des choses par exemple que moi j'ai pas étudiées, mais donc je vais faire appel à des experts, des expertes pour ça, bien sûr. Et du coup, ça va être ces éléments-là qui vont être clés. Donc oui, l'exploitation des données, et puis après ça, pour moi ça va être toujours je veux mettre en place une plateforme, donc de toute façon ces connaissances là, mettre en place une plateforme, la concevoir, et après elle est peut-être moins technique, mais pour moi elle est extrêmement liée, c'est toute la partie user interface, user experience, qui est un peu le liant entre la partie technique et la partie humaine. Donc pour moi c'est aussi des choses qu'il faut surtout pas laisser de côté, quoi. Ouais, super intéressant. Et c'est souvent aussi des domaines UI UX où on retrouve plus de femmes en proportion. Oui.
Ouais, effectivement, pour avoir commencé à chercher des personnes pour m'accompagner, bah ouais, là on est plus sur du 60-40, 60% de femmes, 40% d'hommes. Et oui, à nouveau parce qu'il y a ce côté créatif, ce côté où bah, on nous bride moins, sûrement. En fait, moi, l'informatique, c'est vrai que je l'ai découvert parce que bah, j'ai eu mon premier ordinateur, j'étais ado, et ma meilleure amie est partie vivre aux États-Unis à ce moment-là. Donc, le moyen de communiquer, bon, bah, Internet, quoi. Et donc, je découvre Internet en ayant la possibilité de communiquer avec ma copine qui est à 15 heures de vol de moi, mais tous les soirs, on discute. Je ne dirai pas sur quel site, du coup, ça va nous placer. Et donc, je découvre ce truc et je me dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que je peux communiquer avec qui je veux et en plus, je peux découvrir tout un tas de choses. Et c'était hyper moche, mais quelle claque quand même, déjà à l'époque. Et oui, donc ça a été assez déterminant pour moi pour me dire, c'est dedans que j'ai envie de travailler en fait. Et oui, cette facilité à accéder à l'information, incroyable. Incroyable, moi, je me suis dit, c'est bon, c'est l'avenir ce truc. Bon, je savais pas exactement ce que ça allait donner, je me suis pas rendu compte des dérives, t'en parlais un peu, tout le positif, mais aussi beaucoup de négatif. Mais bon, c'est un peu l'enjeu des technologies comme ça qui sont vraiment, qui créent une bascule, quoi. C'est vrai que je me souviens, moi, mes révisions, c'était sur des polycopiés. Et en classe, on avait les transparents. Oui. Et on écrivait au feutre dessus. Enfin, le prof écrivait au feutre dessus. Ça trahit d'autant plus mon âge. Ça. Mais Ça me parle. comment toi, tu envisages l'utilisation de l'IA, par exemple dans ton entreprise ou même de manière globale? Alors, dans mon entreprise, je me suis posé la question. En fait, au départ, mon idée de départ, c'était de réfléchir à comment aider les gens à gérer leur garde-robe. Et puis, il y a eu cette question de comment les aider à choisir leurs habits le matin. Bon, ben, on se dit, l'IA, sympa. Et en même temps, forcément, pour moi, quand on parle d'IA, on est obligé de réfléchir à quelles vont être les données utilisées par cette IA et quels peuvent être l'impact. Enfin, moi, tout de suite, quand j'essaye de projeter ça, je me dis, attends, est-ce que ça veut dire que demain, tout le monde va s'habiller pareil? Comment mon IA va réussir à personnaliser réellement? J'ai toujours un doute. Sur des choses aussi créatives, on va dire, j'ai toujours, moi, un doute. Et je crois que c'est un vrai sujet dans le monde de l'art. Ces IA qui sont capables de ressortir des peintures, de créer des photos, mais qui forcément s'inspirent de choses existantes. Quel droit pour les artistes dont ils se sont inspirés, etc. Donc pour moi, le style, c'est un peu pareil. Bon, on reste dans quelque chose de très créatif, et pour moi, ça, c'est de l'humain avant tout. C'est de l'humain, c'est personnel. J'ai encore du mal à voir l'IA dedans. Donc je le vois dans des aspects un peu plus techniques, peut-être un peu plus professionnels. Mais je suis quand même curieuse de voir, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Après, ce qui peut être intéressant, c'est les algorithmes aussi comme Netflix, où en fonction de ce que tu as aimé, ils vont te proposer des trucs qui sont proches, parce qu'en général, les gens qui aiment ça, ils aiment aussi ça. Mais bon, là, on risque de, du coup, pas sortir de ta bulle, de pas tester de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment des questions après éthiques qui se posent et il faut faire des choix. Et c'est des choix qu'on peut faire en tant qu'humain et qu'il faut assumer en tant qu'humain. Parce que c'est pas l'IA qui fait les choix et c'est à nous d'assumer les erreurs de l'IA. On arrive à la fin de cet épisode-là. Et je voulais te demander avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais parler ou tu as envie de dire quelque chose sur un sujet spécifique? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Écoute, peut-être, je suis maman, je l'ai dit. J'ai une petite fille de 3 ans, de 4 ans maintenant, mais ce que je voulais dire, c'est que depuis qu'elle a 3 ans, je lui apprends l'informatique. Comment? À travers des jeux. Donc il y a une super boîte qui s'appelle Coloris et qui propose des jeux pour apprendre le numérique aux enfants dès 3 ans, sans écran. Wow. Must-have pour tous les enfants, absolument. Parce que voilà, c'est une connaissance de base. Pour moi, c'est nécessaire comme de savoir parler. Il faut comprendre le numérique, il faut comprendre le monde numérique. On va vivre dedans. Demain, les IA vont prendre de plus en plus de place. Ne laissons pas nos enfants ne pas comprendre ce qui se passe en fait.
Ouais, comprendre. Donc c'est voilà. essentiel. Ouais. C'est super intéressant. Tu nous enverras les références et Yes. on les transmettra dans le podcast, enfin en description du podcast, comme ça tout le monde pourra en profiter. N'hésite pas si tu en as d'autres qui te viennent d'ici là. Et pour clôturer, on a commencé à avoir un petit rituel qui est de proposer à l'invité de choisir un mot de clôture. Genre vraiment, tu trouves un mot qui te parle, qui te plaît et ça clôturera l'épisode. Sérendipité, parce qu'on a parlé hier. Et qu'il faut de l'aléatoire, donc sérendipité. Merci d'avoir écouté Nebulae, le podcast des femmes scientifiques badass.